Bonjour. Alors, Louis Baudouin, jurilinguiste. J'ai l'honneur de présenter un collègue et ami, André Brand, de l'Université d'Ottawa. Il est professeur émérite, auteur de nombreuses publications, portant notamment sur le droit maritime. Ah, que vous êtes courageux, droit maritime, ça, c'est tout un domaine. Quand on me confie des jugements en droit maritime, je les refile à quelqu'un d'autre parce que c'est trop technique. D'accord. Petite parenthèse. Vous êtes bien courageux. Les droits linguistiques. Il est aussi reconnu pour son expertise en droit administratif et en droit constitutionnel. Il a été professeur invité et conférencier dans plusieurs institutions étrangères et il a apporté sa collaboration à des projets de réforme du droit entrepris dans certains pays. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci également aux organisateurs de ce colloque pour leur aimable invitation. J'ai pensé, dans le cadre du 50e anniversaire de l'adoption de la loi sur les langues officielles par le Parlement du Canada et de sa mise en œuvre, de m'attarder sur deux éléments, le multiculturalisme et l'immigration, et de vérifier quels étaient les liens qui liaient ces 10 éléments à la législation. Alors, vous m'excuserez, étant juriste de formation, il se peut que, de temps à autre, je sombre dans les méandres juridiques. Alors, commençons avec le multiculturalisme. Comme vous le savez, c'est là un concept qui est fondé sur l'idée que tous les citoyens, toutes les citoyennes sont égaux. Ils peuvent conserver leur identité, être fiers de leur origine et éprouver un sentiment d'appartenance. C'est ce concept de multiculturalisme qui permet aux minorités de jouir de leur propre culture, de professer leur propre religion ou encore d'employer leur propre langue. Au plan juridique, c'est un concept qui se fonde ou est tiré de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que sur les principes de la non-discrimination et de la protection des minorités. Alors, c'est suite aux travaux de la commission Laurendeau-Dunton que les autorités fédérales ont mis de l'avant, dans les années 1970, une politique sur le multiculturalisme. Et c'est en 1988 que le Parlement du Canada va adopter une loi sur le multiculturalisme qui permet, entre autres choses, au ministre de Patrimoine canadien de prendre des mesures pour faciliter l'acquisition, la rétention des langues autres que le français et l'anglais et qui contribuent au patrimoine multiculturel du Canada. Il faut noter à ce niveau-là qu'il y a aussi la loi sur les langues officielles elle-même, à son article 83, qui précise qu'elle ne porte pas atteinte, qu'elle ne fait pas obstacle au maintien et au développement des langues autres que le français et l'anglais. L'article 22 de la Charte canadienne des droits et des libertés est au même effet. L'octroi de statuts et de privilèges au français et à l'anglais que l'on retrouve dans la Charte ne porte pas atteinte aux droits et aux privilèges des autres langues. Et si on parle de la Charte canadienne des droits et des libertés et de multiculturalisme, bien évidemment, on soulève son article 27 qui énonce que toute interprétation de la Charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Alors, c'est une disposition interprétative qui a été utilisée par les tribunaux pour, par exemple, définir la portée, le contenu, les limitations applicables à un droit fondamental, comme dans l'affaire Kiskra, là, la liberté d'exception. Il faut comprendre que pour la jurisprudence, le dualisme ou la dualité linguistique constitue une exception au droit à l'égalité exprimé à l'article 15 de la Charte canadienne, ainsi qu'à l'article 27 que je viens de dénoncer. Alors, bref, malgré cet article 27, rien n'empêche le cheminement vers l'égalité de statut des deux langues officielles, c'est-à-dire du français et de l'anglais.
Pour la Cour suprême du Canada, le juge Lebel, le concept des langues officielles constitue une exception à l'idéal multiculturel. Pour le Commissariat aux langues officielles du Canada, le multiculturalisme et les langues officielles sont deux politiques siamoises, mais avec des objets complètement différents. Bref, au plan juridique, le multiculturalisme n'est pas synonyme de multilinguisme. Aucune protection juridique n'est accordée aux langues immigrantes, si ce n'est au niveau de l'égalité qui pourrait découler de l'article 15 en ce qui concerne leur traitement. Pour une auteure comme Winter, le multiculturalisme reste quand même un élément très important qui sert à construire l'identité canadienne, laquelle, se perçoit-elle ainsi, est plus empathique que la politique d'assimilation appliquée aux États-Unis face aux immigrants, ou encore que le nationalisme québécois qui est perçu, quant à lui, comme étant plus ethnique. Il faut quand même constater, vous m'entendez toujours? Alors, il faut quand même constater que le multiculturalisme utilise au Canada un idiome ou une langue qui est commune et qui est l'anglais. En général, je pense qu'on ne peut pas remettre ça en cause. En eût-il été autrement que fort probablement, le concept de multiculturalisme aurait été beaucoup moins populaire, comme par exemple en témoignent des événements récents qui se sont déroulés à Richmond, en banlieue de Vancouver, il y a quelques années. D'accord? En ce qui concerne l'immigration, on pourra revenir là-dessus, là, évidemment, si vous ne partagez pas mon point de vue. On dit souvent, par exemple, que Toronto est la ville la plus multiculturelle au Canada, mais il reste quand même qu'il y a une langue commune utilisée par tous ses habitants, et ça, il n'y a personne qui remet ça en question, et je vous dis tout de suite, ce n'est pas le français. D'accord? Concernant l'immigration, alors on sait que depuis l'établissement de la Confédération canadienne en 1867, l'immigration au Canada a d'abord été britannique et américaine. Elle s'est européanisée au début du 20e siècle pour s'internationaliser à partir des années 60. Jusqu'à tout récemment, l'immigration au Canada a profité en très grande partie à la communauté anglophone du Canada. Même au Québec, aujourd'hui, on sait que cette province a des difficultés à atteindre ses objectifs en matière d'immigration francophone. Si la francophonie au Canada a pu compter sur la croissance naturelle de sa population pour se maintenir et se développer, ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Et l'immigration constitue un facteur extrêmement important pour assurer sa croissance. Alors, au plan constitutionnel, qu'est-ce qui se passe en matière d'immigration? Vous avez l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867 qui attribue autant au Parlement du Canada qu'à la législature d'une province le pouvoir d'adopter des lois en matière d'immigration. Étant entendu qu'en cas de conflit entre une disposition fédérale et celle d'une province, c'est la fédérale qui prévaut. Au plan législatif, il existe depuis longtemps une loi sur l'immigration. La dernière mouture date de 2001, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Alors, cette législation, en termes d'objets poursuivis par le législateur dans le domaine de l'immigration, énonce à son article 3 que la loi vise à enrichir le tissu social canadien dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel, et aussi de favoriser le développement des collectivités de langue officielle minoritaire. C'est un objet de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En matière d'interprétation de la dite loi, l'article 3, toujours, précise que l'interprétation et la mise en œuvre de la loi doivent avoir pour effet
entre autres, d'assurer que les décisions soient conformes à la Charte, notamment en ce qui concerne l'égalité du français et de l'anglais comme langues officielles, et aussi de soutenir l'engagement du gouvernement canadien à favoriser l'épanouissement des minorités anglophones et francophones au Canada. C'est l'article 41 dont on parle depuis ce matin. Qu'en est-il? Alors là, je suis obligé de faire référence à des chiffres. Il y en a beaucoup. Je vous épargne. Les sources principales, c'est évidemment Statistique Canada et ses données dans le domaine linguistique, mais aussi de nombreux rapports et de nombreuses études effectuées par le ministère Citoyenneté et Immigration Canada. Alors, par exemple, dans une mise à jour faite en 2017, Statistique Canada nous apprenait que le français était la langue maternelle et la langue d'usage au Canada, que le français comme langue maternelle et langue d'usage au Canada avait reculé de 2011 à 2016, que le poids démographique de la population de langue maternelle française était en baisse pour ne représenter en 2016 que 21,4 % du total de la population canadienne, même si par ailleurs, en chiffres absolus, il y avait eu une légère augmentation, c'est-à-dire 7,7 millions à 7,9 millions de francophones. En ce qui concerne, et je vais surtout, quant à moi, m'attarder à la question de la minorité francophone hors Québec, en ce qui concerne la population francophone hors Québec, la minorité de langue française, qui est définie comme PLOP, c'est-à-dire comme première langue officielle apprise, est passée de 4 % en 2011 à 3,% en 2016. Même si en chiffres absolus, elle a cru de 1 7 583 individus en 2011 à 1 024 000 individus en 2016. Évidemment, la taille de la minorité ou de la communauté francophone va varier d'une province à l'autre, comme vous le savez. L'immigration, on le sait maintenant, est le facteur le plus important en ce qui concerne la croissance de la population canadienne. Elle explique en grande partie la diversité linguistique de ce pays. Alors, entre 2011 et 2016, le Canada a accueilli plus de 1,2 million d'immigrants. En 2011, 15,7 % de ces immigrants avaient l'anglais comme langue maternelle. 5,9 % avaient le français comme langue maternelle et 78,5 % avaient une langue autre que le français et l'anglais. Mais je vous précise tout de suite que de ce 78,5 %, 82,5 % ont déclaré avoir l'anglais comme première langue officielle parlée. 10,8 % le français et 6,8 % qui n'avaient ni le français et l'anglais. Bref, en conclusion, les transferts linguistiques dans le domaine de l'immigration profitent, utilisons un adverbe modéré, massivement à la communauté anglophone. En ce qui concerne d'une façon plus spécifique la réalité de l'immigration hors Québec, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces, 90, toujours en 2011, 90,8 % des immigrants avaient l'anglais comme première langue officielle parlée, 2 % avaient le français et 7,2 % n'avaient ni le français ni l'anglais. On peut, je pense, souligner l'apport plutôt modeste de l'immigration au maintien et au développement de la minorité francophone hors Québec. Maintenant, qu'en est-il en ce qui concerne la loi sur les langues officielles, dont on fête le 50e anniversaire? Alors, cette législation-là, bien évidemment, accorde des droits, des privilèges, d'abord à deux langues, l'anglais et le français, mais aussi aux individus. Comme toute disposition linguistique, celles de la loi sur les langues officielles doivent être interprétées de manière conforme aux objets poursuivis, de manière compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle. Alors ça, c'est une constante que l'on retrouve dans tous les jugements, en particulier de la Cour suprême du Canada. Même s'il existe à la base d'un droit linguistique une dimension collective,
implicitement, s'il y a des langues officielles, c'est parce qu'il y a des populations à la base, et ainsi de suite. Les tribunaux ont beaucoup de difficultés à traiter de cette dimension politique, de peur d'avoir à tenter de la concilier avec la question des droits individuels et des droits fondamentaux. On préfère généralement considérer les droits linguistiques comme étant des droits individuels, des droits personnels. Dans l'affaire très récente, Masrahani, jugeant en Cour suprême du Canada en 2018 et qui touchait le droit d'utiliser l'anglais ou le français devant un tribunal fédéral, la Cour a bien établi que ce droit protégeait le droit personnel d'un individu de faire un choix, de s'exprimer dans une langue officielle. Ça n'avait rien à voir avec la langue maternelle de l'individu, ni de sa maîtrise d'une langue officielle, et ainsi de suite. Il reste quand même, entre vous et moi, que la dimension collective, que les nombres, la question des nombres, des chiffres, reste importante. Hein? Implicitement, on sait bien que la dualité linguistique, qui est un concept qui nous vient de la Constitution canadienne, et en particulier de l'article 16 de la Charte, repose sur l'existence de deux collectivités linguistiques. Quid si une de ces collectivités, en termes numériques, se rapetisse et se rapetisse? Explicitement, les nombres sont évidemment, dans certaines situations, très importants. Hein? La prestation de services publics au niveau fédéral, telle qu'elle découle de la loi sur les langues officielles, fait appel à des notions comme, par exemple, la demande importante. Et la demande importante est définie par la réglementation en référence à des données statistiques qui nous viennent de Statistique Canada, bref, à des nombres. Le service dépend de certains nombres, même si par ailleurs le gouvernement peut être généreux à ce niveau-là. Pensez seulement à l'article 23 de la Charte et à la question des droits scolaires d'une minorité de langue officielle. Alors là aussi, ce sont les nombres qui font la différence entre un programme, une école, un réseau complet, et ainsi de suite. Article 41 de la loi que l'on a soulevé abondamment aujourd'hui. Le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones et à appuyer leur développement, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Évidemment, on pourra dire que l'article est vague, qu'il est imprécis, mais quand même, si on regarde la question du poids démographique de la francophonie hors Québec, la moindre des choses que l'on peut affirmer, c'est que, bon, même pas sûr que ça se maintienne. En tout cas, ça ne se développe pas beaucoup. On s'entend là-dessus. Est-ce que ce serait là une violation de l'engagement du gouvernement fédéral? Par ailleurs, parlant de promotion de l'usage, de la reconnaissance du français et de l'anglais dans la société canadienne, encore faut-il des locuteurs. Comment faire si le nombre de locuteurs, par exemple, francophones à l'extérieur du Québec baisse de plus en plus, disparaît, soit invisible au niveau de la sphère publique, et ainsi de suite? Il y a une problématique qui est là. Bref, mon avis, parce que je dois conclure, si je comprends bien. Non, vous êtes trop généreux, 1 minute quand même. Les pratiques. Ah, bien, j'ai oublié de vous dire. Non, j'allais trop vite. 2 minutes. OK? J'ai brossé un tableau assez triste de la question de l'immigration francophone en dehors du Québec. Ce n'est pas un souci qui est une crainte qui est nouvelle. Hein? Les autorités fédérales se sont penchées sur cette question-là, selon Jedwab, depuis au moins 2002. Hein? Il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'analyses qui ont été faites. On connaît relativement bien où l'immigration francophone se déplace, où elle va s'installer au Canada. Généralement, ce sont dans les grandes villes, hein? Vancouver, Toronto, Ottawa. On connaît un petit peu dans quelle situation se font les transferts linguistiques. Qu'est-ce qui fait qu'un francophone nouvellement arrivé à Toronto décide de s'assimiler du côté
anglophone. On a beaucoup consulté la minorité un peu partout au Canada. On a pris beaucoup de mesures pour tenter de rectifier le tir à ce niveau-là. Hein? On a augmenté, par exemple, le nombre de points pour un candidat immigrant qui avait une connaissance du français. Depuis plusieurs années, le ministère fixe des cibles. Hein? Par exemple, pour 2023, le ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté aimerait bien que la part de l'immigration francophone à l'extérieur du Québec atteigne du total là, un pourcentage égal à 4,4. Entre vous et moi, là, c'est pas beaucoup, c'est encore relativement modeste. Il y a eu en 2014 un rapport extrêmement intéressant fait par le commissariat aux langues officielles et l'ancien commissariat aux services en français de l'Ontario, hein, qui ont mis de l'avant les principes qui devraient animer les autorités administratives dans leur travail dans le domaine de l'immigration. Hein. On dit, par exemple, que l'immigration doit contribuer, en termes de principe, là, à maintenir, voire à augmenter le poids démographique des minorités de langues officielles. Que les politiques gouvernementales doivent être adaptées pour le recrutement, l'accueil, l'intégration, la formation, la rétention des immigrants. Qu'il faut, à cette fin, un solide partenariat entre les autorités fédérales et celles des provinces, et que l'on doit, à ce niveau-là également, mettre de l'avant plusieurs stratégies à long terme et que finalement, il faudrait bien un mécanisme de reddition de comptes pour savoir ce qui se passe. Alors, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises qui n'ont pas malheureusement porté fruit. Il existe beaucoup d'accords qui ont été conclus entre les autorités fédérales et chacune des provinces et territoires. Si vous lisez ces accords, tous mentionnent le fait que l'immigration doit contribuer, doit jouer un rôle important pour appuyer le développement de la minorité francophone. Mais c'est tout, à l'exception de deux accords, celui qui lie les autorités fédérales avec le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, où là, on est un petit peu plus explicite à ce niveau-là. Donc, un souci, mais est-ce que c'est un souci de façade compte tenu des chiffres que je viens de mettre de l'avant? Écoutez, chaque année, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration fait rapport au Parlement du Canada. Et dans ce rapport, il doit mettre de l'avant, en ce qui concerne les résidents permanents admis à l'extérieur du Québec. Alors, normalement, un immigrant qui est reçu au Canada va se voir attribuer le statut de résident permanent. Donc, quelle est la connaissance des langues officielles parmi les résidents permanents admis à l'extérieur du Québec? Alors, en 2016, le rapport faisait mention de 4 396 individus. 4 396 résidents immigrants qui s'étaient déclarés francophones. En 2017, 4 702. 2 % du total de l'immigration reçue par les provinces en dehors du Québec, donc plus de 200 000. Ça vous donne une idée un petit peu des chiffres. Je conclus à votre satisfaction, Monsieur le Président, je conclus rapidement que, bon, en ce qui concerne les pratiques fédérales dans le domaine de l'immigration, on peut facilement dire qu'elles ne sont pas en accord avec le principe de la dualité linguistique, qu'elles ne sont pas en accord avec l'article 41 de la loi sur les langues officielles, qu'elles ne sont pas en accord avec la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. J'irais même plus loin, qu'elle détonne face à l'article 16, paragraphe 3 de la Charte, qui énonce le principe de la progression. Rien n'empêche la progression. L'avancement du statut de droit de privilège du français et de l'anglais. Alors, dans le cas de l'immigration, ce n'est pas une progression, c'est plutôt une régression. Bref, malgré les progrès qui ont été faits dans le domaine des langues officielles, qu'on ne saurait nier, on ne saurait nier non plus l'importance des chiffres ou des nombres dans le domaine linguistique. C'est même là, à notre avis,
le nerf de la guerre. Sans les nombres, les principes s'érodent. Ce sont les nombres qui fondent, par exemple, le droit à des services de qualité, le droit à des établissements scolaires. Ce sont les nombres qui permettent à une langue de s'accaparer d'une place au sein de l'espace public, de gagner une visibilité et de rendre ainsi son milieu de vie plus attrayant. À l'inverse, ce sont les mêmes nombres qui vont permettre au gouvernement Ford d'abolir le commissariat au service en français et de mettre sur la glace le projet d'université de langue française en Ontario, en insistant sur le fait que, écoutez, les Franco-Ontariens sont finalement pas si nombreux que ça. À Toronto, il y a des groupes linguistiques quand même plus importants. La modernisation, et je vais terminer sur ce souhait, la modernisation, si elle doit avoir lieu, de la loi sur les langues officielles, doit tenir compte de ces lacunes dans le domaine de l'immigration. Je vous remercie de votre patience. Merci. You just made my case around. Pardon? You just made my case. Vous avez fait le point sur comment. Moi, j'ai appelé IRCC. It is Immigration, Citizenship, Citoyenneté, Immigration Canada. Refugee. Voilà. Who say that they don't have. They don't have an obligation in Quebec. I think that was fascinating. I would like to tell you something else or ask you something else around multiculturalism. The Multiculturalism Act is code for English, you said. Fascinating. Because in Quebec, the multiculturalism program was separated, even if it was in the same department in Canadian Heritage, between the Official Languages Act and the Multi-Act. And when programming around multiculturalism, core funding disappeared 20, I don't know how many years ago. Some of these PCH people can tell me how many years ago. That left the diversity of the English-speaking Quebec, the Sikhs, the Caribbeans, out in the cold around their participation in the Official Languages Act. And we have been fighting ever since to get those communities to connect in their diversity to an official language minority community. So I just say that I've been saying it a long time, but I should have met you 15 years ago or 10 years ago to connect with you on this. Thank you for your comment. Écoutez, vous avez tout à fait, mais tout à fait raison. Alors, le multiculturalisme, je n'ai pas besoin d'insister, est une notion importante en ce qui concerne l'identité canadienne. Si je renvoie au Québec, c'est une construction qui est moins acceptée. Beaucoup moins acceptée parce qu'elle est perçue comme étant finalement un concept qui fait en sorte que les francophones ne constituent qu'un groupe parmi tous les autres. Alors là, évidemment, vous venez de heurter la sensibilité de beaucoup de francophones. Et bien, je vous répondrai en disant, il y a un certain tandem, comment s'appelle-t-il là, Taylor-Bouchard, qui ont tenté de résoudre la problématique et de permettre un meilleur sentiment d'intégration aux communautés que vous avez mentionnées, en mettant de l'avant la notion de l'interculturalisme. D'accord? Alors, c'est une notion qui vise à peu près les mêmes objectifs en ce qui concerne le souvenir de ses origines que le multiculturalisme, mais qui force davantage l'intégration à la majorité francophone. Mais écoutez, moi, je ne suis pas venu ici pour parler d'interculturalisme. Je m'en garde. Je suis venu surtout ici dénoncer une situation qui est extrêmement dangereuse sur le plan de la dualité linguistique et qui est extrêmement dommageable pour la minorité francophone au Québec. Hors Québec, même au Québec, vous savez, ils ont un peu de difficulté avec
cette question-là, et qui est la question des pratiques fédérales dans le domaine de l'immigration. Je ne suis pas si certain que ça, moi, que le gouvernement fédéral puisse se laver les mains et dire, finalement, oui, regardez nos accords, on écrit, on insiste sur l'importance de l'apport immigratoire pour le maintien et le développement de la minorité francophone hors Québec, et ainsi de suite. Mais entre vous et moi, c'est quand même curieux qu'après 18 ans, ce soit, en termes de chiffres, toujours la désolation du champ de bataille, si je puis m'exprimer. Merci. Vous avez articulé les enjeux que les politiques d'immigration soulèvent, le fait que le seuil d'immigration francophone à l'extérieur du Québec est beaucoup plus bas, comme plus bas que même la proportion de la population francophone à l'extérieur du Québec. Mais je ne comprends pas comment le multiculturalisme pose problème. Parce que si la politique de l'immigration s'il y a des difficultés pour que ça fait la progression de l'égalité des deux langues, la loi sur le multiculturalisme dit clairement que les deux langues officielles du Canada, c'est le français et l'anglais. Un des objectifs de la loi sur le multiculturalisme, c'est, parmi d'autres, de faire avancer les deux langues officielles du Canada. Alors, juste, est-ce que vous... Je me suis peut-être mal exprimé, mais je n'ai jamais dit que le multiculturalisme allait à l'encontre de la loi sur les langues officielles. Loin de là. J'ai dit qu'au plan juridique, le multiculturalisme n'empêche pas le cheminement vers l'égalité de statut du français et de l'anglais. J'ai dit qu'au plan juridique, il n'y avait rien qui protégeait, à proprement parler, une langue immigrante et que le statut des deux langues officielles au Canada constituait et était perçu comme étant une exception au multiculturalisme. Si vous lisez, par exemple, le juge Lebel de la Cour suprême du Canada, on va vous dire, oui, le 27, le multiculturalisme, c'est bien là, mais ça n'a rien à voir avec les langues officielles. Alors, ce n'est pas un empêchement. Je n'ai pas dit ça, je m'excuse si c'est ce que vous avez perçu, là, je me suis mal exprimé, mais ce n'est absolument pas le cas. Au plan pratique, le transfert linguistique des immigrants se fait à 98 vers l'anglais. Il n'y a peut-être pas d'empêchement juridique, mais en pratique, là, c'est ça que ça donne. Et ça a un impact sur les langues officielles. Tout à fait. Tout à fait. Et la question est la suivante. Est-ce que des mesures ont été prises pour contrer ce phénomène-là? Je suis persuadé qu'on va répondre oui. On fait semblant. Alors, y a-t-il une obligation qui découle de la législation ou de la Constitution pour tenter de chasser ce faire semblant? Alors, merci encore. C'est très intéressant.